Maîtrise en écologie et maladies infectieuses, les étudiants de cette filière de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa soutiennent leur mémoire depuis ce mercredi 27 octobre 2021 à l'issue des enquêtes menées sur terrain et autres approches effectuées en rapport avec l'environnement et la santé publique. Dans le contexte environnemental du monde actuel, ce domaine de recherche en médecine vaut son pesant d'or. Ça tombe bien, nous sommes à la semaine de COP26. Vous savez, dimanche, ça va s'ouvrir à Glasgow. Donc, c'est hyper important. L'environnement, l'homme, la santé humaine, et même animale, est très liée à son environnement. Donc, avoir la maîtrise de tout ce qui est comme données environnementales va nous permettre de prévenir des maladies qui arrivent en tenant compte de l'écosystème spécifique à chaque endroit. Donc, ça vaut la peine de maîtriser aujourd'hui tout ce qui est notion d'environnement. Ils sont médecins ou candidats provenant d'autres filières de formation avec un niveau minimum de Bac plus 5. Au total, 12 candidats soutiennent leur mémoire pour le Master 1 en écologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques, et 15 autres pour le Master 2 en écologie et gouvernance des maladies infectieuses, devant un jury composé de plusieurs professeurs en présentiel et sur visioconférence sous la présidence du professeur Jean-Jacques Mouyembe. Les rapports entre l'environnement et les maladies contractées dans le milieu hospitalier figurent parmi les sujets soutenus en ces premiers jours. Il y a eu plus de 40 professeurs de l'université qui ont décédé avec le Covid et d'autres pathologies, mais ils sont passés en majorité dans les services de réanimation aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et partant de cette situation, nous nous sommes dit de faire une étude pour voir la cause de ces décès. Et si réellement c'était leur problème initial ou ils avaient encore attrapé d'autres pathologies à l'hôpital. Les contextes environnementaux en ce XXIe siècle, avec la crise pandémique de la COVID-19 et les nouvelles attributions du ministère congolais en charge de la santé publique, nécessitent une approche spécifique pour maîtriser les enjeux environnementaux et garantir la santé des populations. Les résultats de ces recherches seront mis à la disposition de qui des droits au bénéfice de la nation congolaise. Non seulement les candidats soutiennent leurs travaux ici, mais nous devons canaliser les recommandations vers les destinataires, vers la population, vers les gouvernements et plus tard vers, bien sûr, le président de la République pour que nous améliorions les conditions de vie. En ce qui concerne l'environnement, c'est surtout la notion d'hygiène de base. Et aujourd'hui, moi, je suis un homme heureux parce que notre ministère de la Santé a été santé publique, hygiène et prévention. Vous voyez, donc ces masters cadrent bien. Les recommandations qui seront adressées au ministre seront vraiment les bienvenues pour améliorer la deuxième partie de son ministère, hygiène et prévention. L'interaction des facteurs environnementaux avec le déterminant de la santé constitue une approche nouvelle et performante, encore trop sous-utilisée pour comprendre les causes des maladies. Cette filière de la médecine est opérationnelle à l'université de Kinshasa depuis maintenant 7 ans. La soutenance de ces mémoires se poursuit et sera clôturée ce jeudi 28 octobre 2021. Pour essayer de comprendre la problématique de la prolifération des mauvais produits pharmaceutiques en République démocratique du Congo, Environews a rencontré le directeur du Programme national d'approvisionnement PNAM afin de savoir comment des produits périmés ou contrefaits se retrouvent dans les pharmacies pour être vendus aux Congolais. Les médicaments contrefaits est un problème multisectoriel où plusieurs parties prenantes sont nécessaires. Il y a bien sûr le ministère de la Santé à travers la direction de la pharmacie du médicament qui est le premier responsable, mais nous avons également les autres ministères. C'est le ministère de l'Intérieur. Dans ce domaine, c'est plus ce qui se développe, c'est de la criminalité pharmaceutique. Donc c'est des réseaux qui sont constitués non seulement pour faire rentrer des médicaments de mauvaise qualité, tout un réseau, mais quant à la question de la qualité des médicaments, eh bien ça c'est lié à la réglementation et je pense que les questions pourront être mieux posées à la direction de la pharmacie qui a cette responsabilité et qui doit mettre en place ce que nous appelons les fonctions réglementaires. La RDC étant vaste avec 516 zones de santé, comment fait le PNAM pour arriver à les gérer toutes? Le pays est très vaste, comme vous le savez, avec des moyens de communication quasiment inexistants. Les routes sont très peu entretenues, ce qui fait que faire un trajet dans notre pays, nous ne demandons plus combien de kilomètres ça fait. Nous demandons plutôt combien de temps ça fait. Parce qu'il est fréquent de voir 1 kilomètre
de route, mais qu'on parcourt en un mois. De ce fait, nous avons travaillé pour essayer de rendre visible en fait notre chaîne d'approvisionnement. C'est ainsi que nous avons construit un système que nous appelons Infomed RDC. C'est un système en ligne, c'est une plateforme qui me permet aujourd'hui, devant mon bureau, de pouvoir voir le niveau de stock de l'ensemble de médicaments dans le pays. Quant aux questions de savoir pourquoi, comment les produits contrefaits se retrouvent-ils sur le marché pour être achetés et consommés, la rédaction de Environews est sur les traces des services compétents pour éclairer les lanternes. Nous y reviendrons. L'albinisme n'est pas une fatalité en soi. Il est défini comme une maladie héréditaire transmise génétiquement des parents aux enfants. Il n'est pas contagieux. Les personnes atteintes d'albinisme souffrent d'un défaut total ou partiel de production de mélanine. Il se traduit par une couleur particulière de la peau et des anomalies dans les yeux. Dans le monde, particulièrement en Afrique, les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de discrimination, des rejets, de leurs proches, de la violence, sous les regards indifférents de la société. Il y a les albinos qui sont marginalisés, il y a les autres qui ne sont pas marginalisés. En soi, une personne albinos n'est pas marginalisée. La personne albinos est marginalisée pour soi. C'est que l'interaction que les albinos entrent avec, c'est qui prouve qu'il y a une marginalisation. Parce que nous sommes nés naturellement comme d'autres personnes. Nous avions trouvé le monde avec toutes ces réalités, y compris la discrimination. Donc, il y a certains albinos qui s'adaptent par rapport à la discrimination. Et bien, les autres qui ont une longueur d'avance, ils comprennent qu'ils ne doivent pas se laisser discriminer ou marginaliser. Donc, tout dépendra d'une personne à une autre. Dans les soucis de sensibiliser le monde en faveur des personnes atteintes de l'albinisme, le chef de l'État congolais avait dit 19 au 20 octobre lancer les travaux du premier colloque panafricain de sensibilisation à l'albinisme. Le président de l'Organisation pour le bien-être des albinos au Congo souligne l'importance de cette activité. Je suis ici dans le cadre du colloque panafricain sur la sensibilisation à l'albinisme. Voilà ce qui m'a poussé d'être ici à Kinshasa. C'était une mine d'or pour les albinos. Vous le savez très bien qu'il y avait une très mauvaise représentation sur les albinos d'une manière générale, pas seulement ceux de Kinshasa. Nous qui vivons dans les provinces, nous sentons ce que ça donne. Donc les albinos ne sont pas les bienvenus. La discrimination, les préjugés, les cancers des peaux font partie le quotidien des albinos. Et quoi de plus normal qu'il y ait un regard assez particulier à cette catégorie de personnes pour que nous puissions envisager une valeur octroyée à ces personnes-là. La journée internationale de l'albinisme est célébrée tous les 13 juin. Cette date commémore le jour où, pour la première fois, l'ONU a adopté sa première résolution historique sur l'albinisme. C'est depuis le 31 juillet que le gouvernement central était saisi de la pollution dans la rivière Kassai et Chikapa qui était constatée par les riverains lorsque les eaux étaient colorées de rouge et que les poissons morts avaient été vus au niveau de Chikapa. Le 3 août dernier, le gouvernement, par le biais du ministre provincial de l'Environnement, avait organisé un point de presse pour interdire à la population d'utiliser ces eaux et d'en pratiquer d'autres activités. Le ministre provincial de l'environnement, développement durable, il est en même temps en charge des questions de développement rural et aussi pêche et élevage, a dépêché les coordonnateurs de l'environnement pour aller voir les réalités sur le terrain et on a donné des alertes et on a essayé d'étudier, de comprendre. L'eau est redevenue à sa couleur normale, mais les conséquences de cette pollution persistent. La population enregistre plusieurs cas et types de maladies liés toujours par cette dernière. Par contre, le gouvernement avait apporté 40 tonnes de médicaments aux populations touchées. 40 tonnes de médicaments anti-diarrhée, lutte contre les maladies hydriques et aussi le paludisme, évidemment, comme c'est toujours permanent. Et on a tenu compte des éruptions cutanées, etc. Il y a aussi des forages d'eau qui sont prévus et le renforcement des capacités de la régie des eaux. Mais alors, qu'en est-il de la situation après plusieurs missions effectuées par les membres du gouvernement qui ont palpé du doigt les réalités sur terrain pour venir en aide à la population touchée par cette pollution?
Cette eau nous fait du mal. Ma peau me gratte jusqu'à dans mes parties intimes. Je me gratte parfois de longs moments. On n'a pris aucun médicament. On n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. D'autre part, les principes pollueurs-payeurs devraient être appliqués pour que les réparations soient faites aux populations victimes. Où en sommes-nous avec les processus diplomatiques? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les constructions anarchiques demeurent une réalité dans la ville de Kinshasa, surtout dans les zones collinaires et marécageuses qui s'accentuent par manque de canalisation. Les maisons sont érigées sans respecter les normes de construction. Une situation qui sévit dans certaines communes, notamment Kisenso, Mongafula et Lemba, où les maisons se trouvent bâties dans les collines et d'autres sur les canaux des eaux, causant des inondations et érosions pendant la saison de pluie. Entre-temps, d'autres communes telles que Kalamu et Limete, c'est la canalisation des eaux qui pose problème. Quand les géographes, les aménageurs qui élaborent des plans d'aménagement, ils disent ça, ce sont des zones non aedificantes, c'est-à-dire des zones où on ne peut pas habiter. Mais vous voyez la population, à cause de pour plus de d'autres raisons, ils vont habiter le long des berges des cours d'eau. Ça peut provoquer des inondations. On dit par exemple, ici à Kinshasa par exemple, vous voyez les gens qui habitent dans les zones collinaires. Normalement, les plans d'aménagement disent qu'il y a une limite sud, une limite où les gens ne peuvent pas habiter. Mais les gens occupent l'espace au-delà de la zone à édifier. À en croire les experts, tout devrait partir d'un plan d'aménagement où chaque entité devrait avoir son plan particulier indiquant les plans d'orientation de la ville qui demandent des financements quant à ceux. Il faut éviter les occupations anarchiques. Mais la question qu'on peut se poser aussi, pourquoi ces gens vont occuper ces zones non aedificantes? Pourquoi ces occupations anarchiques? D'abord parce que nous n'avons pas de politique d'habitat. Nous devons avoir une politique d'habitat digne de ce nom. Et puis nous devons avoir des plans d'aménagement. Vous savez, ici, le plan actuel, c'est le plan qui est actuellement en activité, qui est le plus récent, c'est le SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de la ville de Kinshasa, qui a été élaboré, si je me rappelle bien, en 2014. Dans ce SOSAC-là, il est prévu aussi des plans particuliers d'aménagement. L'augmentation de la population dans la ville de Kinshasa est une situation qui influe sur la problématique de la gestion de la ville. L'espace réservé à la construction s'est rétréci et les habitants se multiplient sur les parcelles s'y trouvant dans des zones non viabilisées, ce qui rend la tâche difficile au pouvoir public de suivre de près la construction dans ces zones. D'où l'État doit prendre au sérieux ses outils et appliquer son plan national d'aménagement.